Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler environnement et nous allons parler énergie, changement climatique et les actions entreprises par la région de Nouakchott pour un avenir plus durable, qui appelle un avenir plus durable. Et découvrons ensemble comment la région de Nouakchott s'engage activement à travers le plan d'action pour l'accès à l'énergie renouvelable, énergie plutôt durable et le climat, à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur crucial du bâtiment. Pour en parler ce soir, pour nous édifier ce soir, nous avons avec nous Madame Fatimetou Brès, qui est la directrice des transports et de l'environnement à la région de Nouakchott. Monsieur Ibrahim Abba, qui est environnementaliste dans le projet COMESSA. Nous verrons dans cette émission ce que cela veut dire. Et c'est la phase 3 au niveau de la région de Nouakchott. Également avec nous ce soir, M. Abdel Fattah Sidi Mohamed, qui est le directeur central commercial de la Somenec. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci de vous joindre à nous pour cette émission. Alors, honneur aux dames. Nous allons commencer par vous, Fatimetou. Dites-nous quels sont les principaux défis auxquels aujourd'hui la capitale Nouakchott fait face en termes de changement climatique, dégradation de l'environnement, parce qu'on en parle beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de l'opportunité que nous est donnée ce soir de présenter un peu les actions de la région de Nouakchott sur un sujet ô combien important pour nos populations, qui est la question du changement climatique et puis de l'environnement de manière globale. Pour parler de Nouakchott, il faut savoir que d'abord Nouakchott, elle est située géographiquement entre à l'est le désert et à l'ouest l'océan, ce qui est déjà un problème en soi, parce que les vents dominants à Nouakchott viennent du nord-est et donc il y a un ensablement continu qui vient du nord-est avec l'avancée du désert, mais aussi à l'ouest nous avons l'océan Atlantique avec lequel nous avons comme seul rempart un cordon dunaire qui est de moins de 20 mètres de haut et sur lequel il y a pas mal de brèches qui sont causées par l'érosion côtière d'un côté, mais aussi par la construction en fait de la ville qui s'est par la main de l'homme. Et la construction de la ville qui s'est faite grâce à ce sable jusqu'aux années 90 où l'État a interdit en tout cas d'utiliser ce sable-là du cordon dunaire. D'un autre côté, il faut savoir que Nouakchott est vraiment une ville qui a une croissance exponentielle et qui connaît une croissance démographique jusqu'au jour d'aujourd'hui de plus de 5% par an et une croissance spatiale de plus de 10%, ce qui est énorme, donc la ville s'agrandit à une vitesse vraiment très importante. Également, à s'ajouter à cela, cette urbanisation se fait un peu de manière pas très organisée et qui rend difficile en fait l'accès aux populations aux infrastructures de base. Et tout cela conjugué au fait que la ville est à un niveau très bas, c'est à certains endroits, qui est vraiment, où il y a une nappe phréatique qui devient affleurante et qui provoque également des inondations à certains points. Tout ça, ça crée vraiment des difficultés pour les populations, mais qui vont être accentuées par le futur en fait, de Nouakchott qui est prévu pour Nouakchott. D'après les études qu'on a menées, à l'horizon 2030, on risque d'avoir une augmentation des températures et ça peut créer des problèmes au niveau de la ville qui devient de plus en plus urbanisée, mais aussi une augmentation du niveau de la mer qui est prévue avec des phénomènes de tempête au large de l'océan qui peuvent également créer des problèmes puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a des brèches au niveau du cordon dunaire et donc ça peut avoir des conséquences catastrophiques puisque l'océan peut rentrer dans la ville par ces brèches qui existent. Et tout cela donc, fait que nous avons une situation géographique déjà à la base qui n'est pas très, en tout cas, rassurante pour les populations, mais aussi qui va être accentuée par les effets du changement climatique et en plus avec un manque d'infrastructures de base important et surtout le manque, par exemple, de réseaux d'assainissement qui ne touche qu'une toute petite partie du centre-ville de Nouakchott et que nous, on continue encore à vraiment alimenter la nappe phréatique en dessous de nos pieds, puisque avec les puits perdus et les fosses septiques qui continuent d'alimenter cette nappe et qui donc continuent à s'élever, à élever son niveau. Donc tout cela, on peut résumer par 5 risques majeurs en termes de changement climatique à Nouakchott, qui sont les îlots de chaleur dus à l'augmentation de la température. Donc les îlots de chaleur au niveau urbain, ça veut dire que quand une ville est urbanisée, il y a beaucoup de béton
Et quand il y a du béton et qu'il fait chaud, le béton, il sort encore la chaleur. Et donc ça augmente encore l'effet de chaleur dans les villes. D'un autre côté, il y a la question de l'ensablement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la question des inondations, parce qu'avec cette nappe affleurante, dès qu'il y a un petit peu de pluie, une petite quantité de pluie, on les ressent automatiquement. Il y a la question de l'intrusion marine, dont j'ai parlé avec les brèches qu'on a sur le cordon littoral. Et puis, bien sûr, l'érosion côtière qui menace aussi le flanc ouest de la ville. Vous avez parlé tout à l'heure, Fatimetou, de la hausse des températures et le phénomène météorologique qui joue un petit peu sur tout ça. Monsieur Ba, qui est environnementaliste, pourrait peut-être nous édifier davantage en quoi la hausse des températures aujourd'hui et les phénomènes météorologiques extrêmes, la montée de la nappe phréatique tout à l'heure, comment cela peut-il affecter aujourd'hui les habitants ou l'habitation en Mauritanie? Bonsoir. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est offerte pour discuter de ce sujet, comme l'a dit précédemment Madame la directrice, ô combien important. Voilà. Donc, vous pouvez venir un peu sur les risques. Donc, je vais commencer plutôt par l'inondation, les risques d'intrusion marine, dont Madame la directrice s'est beaucoup appesanttie. Donc, il faut juste rappeler que Nouakchott est comme toutes les villes côtières de l'écorégion marine ouest-africaine, est située à 4 mètres en dessous du niveau de la mer, donc avec un cordon dinaire littoral fragilisé à différents niveaux, fragilisé par des actions anthropiques, donc par l'urbanisation, par notamment l'extraction du sable sur le littoral, mais aussi par un développement anarchique, parce qu'il y a aussi un problème d'un cadre juridique qui n'est pas bien coordonné, parce qu'aujourd'hui, le littoral mauritanien est régi par une loi, par une ordonnance du littoral qui date de 2006. Donc cette ordonnance du littoral qui n'a pas encore vu. Donc les usages, malgré la multitude des usages, on ne connaît pas jusqu'au jour d'aujourd'hui qui fait quoi, quand et comment sur le littoral. Donc ce qui augmente les risques d'intrusion marine. Donc comme disait tout à l'heure Madame la directrice, donc dans un scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire si rien n'est fait à l'horizon 2040, donc la ville de Nouakchott est victime d'une inondation côtière. Donc qui dit inondation côtière parle également de perte d'habitat, donc une fragilité des activités de pêche qui se font au niveau du littoral. Donc c'est un énorme support économique qui va aller à l'eau. Donc parlons maintenant de hausse de température. Donc les hausses de température peuvent vraiment entraîner une diminution d'attractivité due à l'inconfort thermique, notamment par des maladies liées à ces hausses de température, mais également à un inconfort thermique du fait de l'effet combiné de fortes chaleurs. Donc tous ces phénomènes-là aussi, on ne peut pas oublier la désertification, donc l'ensemblement de la ville. Donc cet ensemblement constitue un frein à développement et à l'aménagement urbain du fait de l'avancement des dînes. Donc c'est une panoplie de problèmes et des aléas conjugués en plus du changement climatique pose quand même une énorme pression au niveau de la ville de Nouakchott. Et quand même, on doit conjuguer nos efforts pour pouvoir trouver des solutions pour une gestion intégrée et durable de toutes ces activités-là. Mais est-ce que cette instabilité climatique, si je peux dire, que nous avons en ce moment, tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, est-ce que c'est le résultat aussi de ce changement climatique-là? Voilà, donc tous les scénarios et les prévisions des GIEC vont dans ce sens-là. Donc ces dérèglements climatiques ou ces changements climatiques sont le résultat d'un côté des actes naturels, mais aussi de l'action de l'homme par le développement industriel au milieu des années 70, après donc, le développement industriel au niveau de la Chine, le développement des industries pétrolières, l'utilisation du charbon pour la construction, mais aussi pour la demande énergétique qui
qui a connu un pic important au milieu des années 70 du fait de la reconstruction et du développement de certains pays asiatiques. Donc, alors je reviens vers vous tout à l'heure pour que vous puissiez nous parler un petit peu des actions menées par la région de Nouakchott. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Abdel Fattah, concernant aujourd'hui sur le plan, votre plan qui est le plan de la Somnélec. Aujourd'hui, comment peut-on faire aujourd'hui pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Nous avons parlé d'énergie renouvelable, par exemple. Merci. Je remercie la télévision de cette opportunité qui nous est offerte pour parler de la Somnélec et des actions qu'elle entreprend dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes. Donc, peut-être qu'il faudrait un peu rappeler ce que c'est le développement durable, donc comme il le définissent, ou comme il est défini, c'est répondre aux besoins d'aujourd'hui en permettant aux générations futures de répondre aux leurs. C'est-à-dire avoir une conscience des conséquences de chaque geste que nous faisons quotidiennement pour satisfaire nos besoins, pour permettre aux générations futures de bien vivre et de satisfaire leurs besoins. Donc le développement durable est devenu aujourd'hui une obligation, bien plus qu'une option. Donc on est passé par la maîtrise de la consommation, parce que la principale source de pollution aujourd'hui, d'émissions de gaz à effet de serre et la production d'électricité, ces émissions sont estimées à près de 30 milliards de tonnes de CO2 par an, donc ce qui est énorme. Donc on est passé de la maîtrise de la consommation d'énergie à l'efficacité énergétique, aujourd'hui à la transition, carrément à la transition vers des énergies renouvelables. Donc qui permettent d'éviter ces émissions de gaz à effet de serre et de répondre à cette urgence climatique. Donc les énergies renouvelables, jusqu'à aujourd'hui, contribuent annuellement à la réduction de près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 par an. Donc, tous les efforts qui ont été faits au niveau de la mise en place de centrales éoliennes au niveau mondial, au niveau de mise en place de centrales photovoltaïques, contribuent de façon significative à réduire ces émissions de gaz à effet de serre et par conséquent, bien sûr, ces phénomènes qu'il vient de citer. Donc nous, au niveau de la Mauritanie, on est inscrit dans cette dynamique depuis. Et donc on est dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, et dans les secteurs de l'électricité, c'est inscrit aussi dans cette dynamique à travers la réalisation de plusieurs projets et à travers aussi une stratégie basée sur l'amélioration du mix énergétique et le développement des énergies renouvelables pour permettre cette transition et contribuer à cette... Quand nous parlons aujourd'hui d'énergie renouvelable, nous parlons bien sûr d'énergie solaire, de l'énergie solaire, des centrales photovoltaïques et des centrales éoliennes et de l'hydroélectricité. Donc nous avons aussi notre part de l'hydroélectricité au niveau du système de l'ENVS. Donc tout ça, ce sont des énergies renouvelables qu'on appelle aussi les énergies propres, qui ne polluent pas, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Qui est aujourd'hui vraiment crucial aujourd'hui ce n'est plus une option comme vous le dites. Non, ce n'est plus une option, c'est carrément une obligation. Donc aujourd'hui, si on ne protège pas la planète, il y a des conséquences. On a vu des typhons qui balayent toutes des régions. Donc il y a des villes dans le monde qui sont menacées aujourd'hui à cause de ce dérèglement climatique qui est lié à l'émission de gaz à effet de serre. Donc nous, on a depuis les 3 dernières années, on a mis en service beaucoup de projets qui contribuent à ça. Peut-être qu'on va revenir plus en détail sur ces projets plus tard. Madame Fatimitou, vous avez parlé tout à l'heure du rôle et le partenariat multi-acteurs aujourd'hui comme SSA, si je prononce bien, initié par la région de Nouakchott dans la mise en œuvre de la politique de développement durable, mais également la résilience face au changement climatique. Comment cela se passe? Donc, nous, d'abord, on est parti d'un certain constat. Donc, les villes aujourd'hui sont celles qui sont les plus menacées par le changement climatique, puisque c'est elles qui abritent le plus de monde
mais c'est aussi les plus grandes émettrices de gaz à effet de serre, puisque également c'est elle qui regroupe le plus de monde. Donc tout ça, ça a été acté par la Convention des mers. En fait, il faut savoir que dans le cadre international, les États ont pris des décisions pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la Convention des mers était une convention qui a été créée aussi au niveau de l'Union européenne, qui a permis aux maires de donner un engagement volontaire pour réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre dans leur territoire. Et donc cette convention des mers a été poussée par l'Union européenne pour être délocalisée vers les autres régions du monde, et donc en particulier en Afrique subsaharienne. Et c'est là où a été créée la convention des mers pour l'Afrique subsaharienne, qu'on appelle comme SSA. Et donc dans ce cadre, la région de Nouakchott a ratifié rapidement cette convention des mers pour l'Afrique subsaharienne, par d'abord l'établissement d'une planification durable sur la question du changement climatique, et aussi par des échanges avec d'autres villes d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'autres villes du monde. Et c'est ce qui a permis un peu de donner à la région, de comprendre que la région pouvait vraiment avoir un rôle crucial dans cette question du changement climatique, et elle l'a pris à bras le corps. Et c'est pour cela que dans le cadre de la deuxième phase, nous avions eu déjà un projet avec l'Union européenne qui avait été financé au niveau de la région de Nouakchott pour établir notre plan d'action d'accès à l'énergie durable et du climat, PAEDC, qui est en fait l'équivalent des plans climat territoriaux en France par exemple, qui est quels sont les défis auxquels la ville de Nouakchott est confrontée et quelles sont les solutions qu'elle peut apporter pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et pour augmenter l'adaptation au changement climatique. Donc c'est pour cela qu'on parle de partenariat multi-acteurs, parce que nous, on a été accompagnés par d'abord les partenaires techniques et financiers avec l'Union européenne et aussi également la coopération espagnole dans le cadre de cette phase 3. C'est un projet donc, qui est logé au niveau de la région de Nouakchott et qui permet de mettre en place des actions pilotes sur la question du changement climatique, comme par exemple pour l'adaptation au changement climatique, on a développé un projet d'agriculture urbaine, périurbaine au niveau du PK17. Et ce projet, on l'a fait en partenariat avec le ministère de l'Agriculture qui nous a cédé des parts de terrain là-bas. Et ça, c'est l'un des projets. D'autres projets, on a fait également un projet d'éclairage public solaire avec lequel on a travaillé avec le ministère de l'Énergie et la Somelec pour mettre en place l'éclairage public solaire au niveau des quartiers périphériques, au niveau de Dar Naïm, au niveau de Riyad, au niveau de Toujouni. Et donc ça aussi, c'était un partenariat multi-acteurs. Et tout cela, ça nous a permis vraiment d'essayer de nous positionner comme un acteur fédérateur de tous les acteurs locaux qui sont à Nouakchott, comme les ministères, comme les communes, comme donc les collectivités locales, mais tout cela pour œuvrer tous ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi, comme l'a dit le directeur tout à l'heure, pour vraiment améliorer les conditions de vie de futures populations à Nouakchott. C'est surtout ça vraiment qui nous a intéressés. C'est pour cela qu'on a essayé de développer ces partenariats multi-acteurs autour de nous pour lutter contre les effets du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons quand même des climato-sceptiques, si je peux dire également. Est-ce que vous, dans vos démarches, un petit peu dans les plans d'action que vous mettez en place, essayez de travailler avec les autres mairies, essayez de travailler un peu avec la société civile, avec aussi les autres acteurs, est-ce que vous faites face à ce genre de comportement, disons ? En réalité, il faut savoir que le changement climatique, ce n'est plus quelque chose à prouver, c'est quelque chose qu'on vit déjà, parce qu'on voit déjà une hausse des températures. Et tous les experts du monde se sont mis d'accord sur cette question. Donc nous, c'est sûr que ce n'est pas de notre faute, nous, Africains, parce que c'est des choses, comme l'a dit tout à l'heure M. Ba, c'est vraiment des questions que nous subissons, mais qui ont été produites par d'autres régions du monde. Mais nous, l'idée, c'est qu'on essaie de ne pas prendre la même route, c'est-à-dire de gagner du temps par rapport à eux. Ils ont compris 30 ans après, 40 ans après, et que nous, on essaie de prendre les bonnes habitudes dès maintenant. C'est pour cela d'ailleurs que la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne repose sur trois piliers. Par exemple, dans les régions du Nord, ils ont l'adaptation au changement climatique et l'atténuation au changement climatique, que nous, on a toujours aussi dans nos plans climat territoriaux, mais on a rajouté le volet accès à l'énergie durable, parce qu'on sait qu'une grande partie de nos populations n'ont pas encore accès à l'électricité, mais cet accès doit se faire avec une énergie durable,
et donc une énergie qui n'est pas fossile, et donc une énergie renouvelable, propre, comme le disait tout à l'heure. Et la Mauritanie a fait beaucoup d'efforts en ce sens ces dernières années. Et pour parler un peu du plan d'action, hein, je me tourne vers vous, Monsieur Ba. En quoi consiste justement le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat à Nouakchott, et quelles sont les actions concrètes aujourd'hui envisagées? Merci beaucoup. Donc, comme vient de le dire Madame la directrice, donc le plan d'action d'accès à l'énergie durable et du climat, communément appelé le PADC, donc c'est le document de référence qu'on a au niveau de la région de Nouakchott qui guide un peu l'action de la région en termes de projets, d'adaptation, d'atténuation et d'accès à l'énergie. Donc comme elle vient de le mentionner tout de suite, c'est un plan à 3 piliers, donc le pilier d'adaptation, le pilier d'atténuation et le troisième pilier qui est l'accès à l'énergie. Donc ce plan a été initié, a été fait pour la première fois en 2018 dans le cadre d'un financement comme SSA avec un projet Avedine. Donc ce plan a permis de recenser ou de répertorier plusieurs actions que la région de Nouakchott entend faire ou de façon solitaire ou de façon ou en coordination avec d'autres départements ministériels, chacun dans son domaine de prédilection, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il avait comme référence d'atteindre 23% de réduction de gaz à effet de serre à la fin du plan. Donc je rappelle aussi que ce plan est en cours de révision et il y aura une édition 2024-2029 du plan d'action d'accès à l'énergie durable. Donc la particularité de ce plan est qu'il a été fait de façon participative pour un peu essayer d'anticiper toutes les difficultés et de prendre en compte toutes les priorités de parties prenantes qui sont impliquées dans la lutte contre le changement climatique. Et parmi les résultats de ce plan, donc lors de ce plan, il y a des diagnostics ont été menés. Donc le diagnostic qui est lié à une stratégie d'adaptation qui ressort que le secteur émetteur de gaz à effet de serre sont en premier lieu le secteur du transport routier à hauteur de 47%, suivi par le secteur du bâti à hauteur de 21%. Et pour le pilier accès à l'énergie, une enquête a été menée auprès de la population dont l'échantillon est composé de plus de 2000 ménages pour voir un peu le niveau d'accès à l'énergie. Donc, à la suite de ce plan, des actions concrètes ont été posées par la région de Nouakchott, bien évidemment en collaboration ou en partenariat avec les institutions telles que la SOMELEC, la STP, la Société de transport public, le partenaire technique et financier, donc Grand Paris Sud, il y a l'Agence espagnole pour la coopération et le développement, l'AICID, et certains projets structurants sont en cours de mise en œuvre, notamment la mise en place d'un plan de mobilité urbaine durable pour améliorer la mobilité et promouvoir le transport en commun pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une horizon plus longue, ces plans de mobilité urbaine durable prévoient la mise en place de BHNS, ça veut dire de bus à haut niveau de service, plus loin de BRT, donc de bus rapides avec une capacité beaucoup plus grande. Donc pour vous dire que la région de Nouakchott a réussi à mettre en place un concert d'acteurs qui œuvrent tous pour la mise en place des actions durables et concrètes pour lutter contre les effets du changement climatique. Vous avez donné l'exemple du transport tout à l'heure, avec l'amélioration des transports publics. Et dans le secteur du bâtiment, est-ce que vous avez déjà un plan mis en place aujourd'hui pour la réduction de ces effets-là? Oui, effectivement. Donc, dans le secteur du bâtiment, nous avons voulu commencer par nous-mêmes comme un exemple, parce qu'aujourd'hui, le bâtiment de la région de Nouakchott est alimenté presque à hauteur de 70% par l'énergie propre. Donc nous avons installé des équipements solaires dans le bâtiment et nous entendons faire une campagne de sensibilisation pour inciter
les autres départements publics ou le secteur privé tel que les banques qui consomment énormément d'énergie à aller dans cette vision-là pour réduire au maximum et avoir une efficacité énergétique. Est-ce que ce plan est coûteux? Par exemple, au niveau de la région aujourd'hui, vous avez dit que vous avez à 70% d'énergie renouvelable, d'énergie solaire. Est-ce que cela est coûteux? Bon, je pense que pour le projet, d'une façon générale, je parle peut-être sous le contrôle du directeur, mais quand même le projet de développement des énergies renouvelables, donc le coût d'investissement peut être cher, mais quand on commence à développer et que l'État s'intéresse en mettant en place un cadre juridique et un support institutionnel, je pense que l'État peut accompagner ou subventionner une partie pour aider la promotion de ce secteur ô combien vital, qui contribue également à l'emploi, parce que le secteur des énergies renouvelables, c'est un important pourvoyeur d'emploi. Voilà, contrairement au secteur des énergies fossiles, où une plateforme pétrolière peut tourner avec 25 personnes à son bord. Aujourd'hui, pour répondre à M. Ba, aujourd'hui, dites-nous, au niveau de la SOMELEC, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique, qu'est-ce que l'a fait la SOMELEC? Voilà, donc merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement mauritanien s'est assigné des objectifs dans le cadre des ODD, des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, au niveau du secteur de l'électricité, on a un objectif de généralisation de l'accès à l'horizon 2030 et une transition vers des énergies propres, donc à l'horizon 2030. Donc, qu'est-ce que la SOMELEC a fait? La SOMELEC, ces 3 dernières années, elle a électrifié plus de 300 localités. Et elle a interconnecté pratiquement toutes les grandes régions sont interconnectées maintenant. Donc, elle a encore près de 200 localités qui sont en cours d'électrification. Et nous avons aussi mis en service un projet d'une centrale éolienne de 100 MWh, une centrale solaire de 50 MW, une autre centrale éolienne de 30 MW et une centrale solaire de 15 MWh. Donc aujourd'hui, si vous regardez notre mix énergétique, on est quasiment autour de 50% en énergie renouvelable et 50% en thermique. Mais la problématique qu'il y a par rapport, comme il l'a évoqué tout à l'heure, par rapport aux énergies renouvelables, c'est leur coût fixe. Donc au niveau des énergies, il y a des énergies qui sont à très fort coût variable, comme les énergies fossiles, et il y a des énergies qui sont à très fort coût fixe. Donc pour investir dans des énergies renouvelables, il faut vraiment des investissements importants. Et parallèlement à ça, comme c'est des énergies aléatoires, donc il faut avoir des capacités pilotables à côté. Donc c'est un autre surinvestissement. Donc on continue quand même, malgré ce coût, le gouvernement continue à promouvoir ces investissements dans les énergies renouvelables. Au niveau des axes des projets que nous avons une autre centrale 100 MW à Boule-Noire. Nous avons des centrales au niveau de l'intérieur à Kifa, une centrale solaire de 50 MW, une centrale solaire en Néma de 50 MW à Tar, beaucoup de projets, une centrale aussi solaire de 100 MW à Tiguen. Donc tout cela contribuera à améliorer notre mix énergétique. Et nous avons aussi développé les interconnexions. Donc si on construit aujourd'hui une centrale solaire, une centrale éolienne à Nouadhibou, à Boule-Noire, elle peut alimenter Nouakchott, elle peut alimenter Boutidimit, elle peut alimenter Alleg, Bogué, et ainsi de suite. Donc ça, c'est grâce à nos investissements au niveau des interconnexions. Donc, parmi les autres actions que nous avons engagées au niveau de notre clientèle, c'est une action de sensibilisation sur la consommation de l'électricité. Donc nous avons fait une campagne qui a ciblé un échantillon de près de 5000 abonnés au niveau de Nouakchott pour les sensibiliser sur l'importance de la réduction de la consommation de l'électricité. Donc c'est une campagne qui a permis d'expliquer aux clients l'utilité des lampes LED, les lampes à basse consommation, de leur expliquer aussi l'importance de l'étanchéité au niveau des chambres
Parce qu'on allume le climatiseur, si la chambre n'est pas étanche, elle va continuer. Donc aussi par rapport au frigo, l'utilité des thermostats, et ainsi de suite. Donc nous avons aussi fait des sketchs au niveau de avec la contribution de la télévision pour expliquer tout ça. Et nous avons aujourd'hui un projet de migration vers des compteurs intelligents. Donc on a déjà lancé une phase pilote de 15 000 compteurs intelligents qui permettent à l'abonné de contrôler sa consommation en temps réel. Donc l'abonné peut suivre avec son smartphone sa consommation. Il peut même, à terme, couper à partir de son téléphone. Donc, et quand il voit que la consommation augmente, il peut appeler la maison, arrêter les chauffe-eau, arrêter les climatiseurs, tout ça. Il le voit en temps réel. Donc, ça a déjà été mis en place et tout? Oui, c'est en place. On a déjà mis en place plus de 4000 abonnés. Ils ont déjà des compteurs intelligents et ils voient leur consommation en temps réel. Est-ce une obligation ou c'est juste une phase d'intégration? C'est une phase pilote qui concerne une zone. Donc on a défini une zone. Cette phase pilote concerne cette zone et elle sera généralisée. Donc une fois l'expérience pilote réussie, ça va être généralisé. De toute façon, le compteur intelligent aujourd'hui, il est incontournable. Donc c'est tout le monde qui va vers les compteurs intelligents. Donc il est très important pour les clients, plus que pour la Somelec. Donc, parce qu'il lui permet de maîtriser sa consommation. La maîtrise de la consommation est très importante. C'est l'un d'ailleurs des piliers de l'action, de la lutte contre la consommation et l'émission des gaz à effet de serre. On parle même de sobriété énergétique, plus que de la maîtrise de la consommation. Vous avez parlé en premier, je ne veux pas vous couper, mais vous avez parlé en premier aujourd'hui de la transition énergétique et vous avez parlé des énergies renouvelables qui sont, disons, coûteuses. Comment aujourd'hui vous arrivez à convaincre, ou quel argument vous avez aujourd'hui à convaincre justement les autres acteurs, que ce soit du secteur public ou privé, parce qu'il est important, comme a dit M. Ba, que même les banques intègrent un petit peu tout ça, et d'autres secteurs qui consomment assez de l'énergie. Quel argument aujourd'hui vous avez pour convaincre justement ces acteurs-là de passer, même si c'est coûteux, de faire une transition? Comme je le disais tout à l'heure, vous savez, la prise de conscience qu'il y a eu, la prise de conscience qu'il y a eu au niveau après l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elle est au niveau mondial. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'importance du développement durable. Et tous les pays se sont inscrits dans cette dynamique. Donc je crois que même au niveau des entreprises, il y a eu des forums qui ont expliqué aux entreprises l'importance de migrer vers des énergies propres. Donc nous, dans le cadre de la campagne que nous avons menée, nous avons fait des dépliants qui étaient destinés à tout le monde et nous avons visité des clients et nous leur avons expliqué l'importance de la mise en place d'un système de lampes à basse consommation, d'un système de surveillance des contacts avec des détecteurs de mouvement et des crépusculaires qui permettent à la lampe, c'est un peu une lampe intelligente, elle s'allume quand il fait sombre et elle s'éteint quand il y a la lumière. Donc ça, c'est des actions que les entreprises peuvent engager, qui ne sont pas coûteuses et qui permettent d'économiser la consommation. Donc imaginez aujourd'hui si chaque maison diminue une ampoule, ça quand même, ça représente quelque chose. Donc on peut commencer petit, quoi. C'est le geste qui compte. On peut commencer petit, passer aux lampes à basse consommation, ça c'est très important. Vérifier l'étanchéité, c'est aussi important. Et aussi vérifier les équipements. Les équipements qu'on achète, on ne doit pas acheter n'importe quel équipement. Avant d'acheter un équipement, il faut regarder sa consommation, sa puissance, tout ça, et l'ajuster par rapport aux besoins. Madame Fatimata, je reviens vers vous concernant la COMES-CSA. En quoi consistent aujourd'hui les actions mises en œuvre dans le cadre de la troisième phase et à Nouakchott, notamment le projet pilote d'efficacité de sensibilisation des populations à une économie énergie?
Donc, nous, on a commencé, comme tout à l'heure l'a dit M. Ba, on a commencé par nous-mêmes. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est d'essayer de consommer moins, mais mieux. Donc, ce n'est pas c'est-à-dire de ne pas dire je vais éteindre la lumière et rester drastiquement. C'est comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, c'est que je vais mettre une lumière, mais je vais la mettre une lumière LED qui a une consommation énergétique beaucoup moins élevée. Je vais mettre la clim, mais je vais la mettre à une température qui est pas de 16 degrés, mais plutôt de 22 degrés. Et ça, c'est raisonnable, qui va me permettre de ressentir quand même la fraîcheur, mais de ne pas gaspiller aussi l'électricité. Donc nous, en tout cas au niveau de la région de Nouakchott, dans le cadre de la phase 2 de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, nous avions effectué un audit énergétique des bâtiments publics, dont celui de la région, le bâtiment administratif de la région, celui de l'hôpital mère et enfants, et aussi ceux des 9 communes. Et ça nous a permis de ressortir avec certaines recommandations. Et l'une des recommandations phares était de passer à des installations photovoltaïques, donc à des installations solaires pour la consommation de ces bâtiments. Ce sont pour en tout cas la région. Et c'est pour cela que dans le cadre de la phase 3, nous essayons de mettre en œuvre les recommandations de l'audit qu'on avait fait. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place une installation photovoltaïque sur le toit de la région de Nouakchott. Donc il y a l'espace suffisant pour permettre d'avoir, comme l'a dit tout à l'heure M. Ba, de prendre en charge une consommation annuelle de 70% de notre consommation qu'on faisait avant. Et même parfois, en hiver, on peut aller jusqu'à 97% de notre consommation. Parce qu'en hiver, c'est-à-dire dans les périodes plus fraîches, au mois de novembre, décembre, on ne met plus la clim et donc la consommation énergétique du bâtiment baisse beaucoup. Et donc le solaire suffit à prendre en charge 97% de la consommation. Et en été, 50% à peu près, quand vraiment toutes les clims sont allumées et qu'il fait assez chaud. Rien que ça nous a permis d'avoir une production annuelle photovoltaïque de 168 000 kWh et d'économiser 53,45 tonnes par an de CO2. Et c'est ce genre d'action qu'on a mis en place, qu'on essaye de promouvoir dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aussi pour l'efficacité énergétique. D'un autre côté, nous avons essayé de déployer des kits solaires au niveau des quartiers périphériques où l'accès à l'électricité n'existe pas, ou en tout cas de mauvaise qualité. Et donc, du coup, nous avons essayé de développer 2 types de kits. Un premier kit qui est assez basique, qui permet d'alimenter 6 lampes LED à peu près, avec 2 prises électriques et une télévision. Donc le strict minimum pour un foyer moyen nouakchottois, pour qu'il puisse être alimenté par l'électricité et de manière propre. Un deuxième kit qui est avec les mêmes équipements que je viens de citer, mais pour lequel on a augmenté un réfrigérateur, par exemple. Et ça peut aussi être, dans ces quartiers-là, une activité génératrice de revenus pour des coopératives féminines ou pour des groupements de jeunes qui peuvent faire des installations au niveau de ces quartiers périphériques. Et donc, vraiment, ce qui nous amène vraiment ce soir, c'est la question de la campagne de sensibilisation. Et c'est ça qui, en termes d'efficacité énergétique, qui est le plus important. C'est d'essayer d'expliquer aux populations, mais pas seulement. On parle aussi des industriels, on parle également du secteur, donc le secteur privé et même les administrations, de dire qu'il est possible de baisser la consommation électrique. Et puis surtout, que veut dire baisser la consommation électrique? C'est bien pour l'environnement, mais c'est bien aussi pour la poche. C'est que en baissant votre consommation, vos factures d'électricité vont beaucoup baisser. Juste pour revenir sur le cas de l'alimentation en solaire du bâtiment de la région de Nouakchott, la nouveauté et un peu la question innovante qu'on a pu mettre en place, en tout cas à Nouakchott en Mauritanie, c'est la question de l'injection directe. Donc vous savez que l'énergie solaire et les énergies renouvelables de manière globale, le coût d'investissement, comme l'a dit tout à l'heure M. le directeur, est assez important, mais 50% de ce coût d'investissement est lié à l'achat des batteries. Or, nous, on a supprimé les batteries et on a mis une injection directe. Ça veut dire que quand il y a du soleil, on utilise le solaire au maximum pour alimenter le bâtiment, tout le bâtiment. Et quand il n'y a plus de soleil, ou quand la consommation est beaucoup plus élevée que la production solaire, on passe au réseau de la Somelec. Et donc ça amoindrit le coût d'investissement initial et ça amoindrit aussi le coût de maintenance, parce que les maintenances des batteries c'est très très cher.
Mais en même temps, on profite d'une baisse forte de la consommation sur le réseau électrique et une baisse de la facture d'électricité. Donc, c'est tous ces éléments. Aujourd'hui, vous faites beaucoup dans la sensibilisation quand même pour le changement, contre le changement climatique, mais également la promotion du comportement, disons, éco-responsable tous les jours. Oui, donc effectivement, dans le cadre de cette campagne et de ce volet efficacité énergétique, je vais d'abord commencer par rappeler qu'en plus de ce que nous faisons en termes d'installation d'équipements photovoltaïques, nous sommes en train de construire une maison de citoyenneté que nous voulons qu'elle soit un espace d'échange et de formation, de sensibilisation sur le thème en lien avec le changement climatique. Et la maison aussi, on l'a construite au niveau d'un quartier périphérique pour accompagner les efforts de l'État dans la montée en puissance de ces quartiers périphériques et réduire aussi la pression au niveau du centre-ville. Voilà, pour revenir à votre question à propos de la campagne de sensibilisation qu'on est en train de mener au niveau de la région de Nouakchott. Donc, il s'agit d'une campagne qui vise aussi bien les grands publics que le public, que l'élite. Et dans cette campagne, on met l'accent sur la facture d'électricité. Donc on est en train de sensibiliser les gens sur les gestes responsables pour un avenir durable. C'est tout le slogan de cette campagne. Comment, avec des gestes simples, ils peuvent réduire leur facture d'électricité, notamment en éteignant les lampes quand elles ne sont pas utilisées, de brancher le matériel électronique si ils ne sont pas utilisés. Donc, prioriser l'éclairement quand c'est possible. Donc, des gestes simples pour une efficacité énergétique. Voilà. Ça rentre un peu dans le domaine de la communication également que vous nous parliez, vous en parliez tout à l'heure, concernant un petit peu les sketchs que vous avez eu à mettre en place et la campagne de communication, de sensibilisation, à savoir les gestes simples qu'il faut adopter pour aujourd'hui appeler tout le monde à avoir vraiment ce réflexe-là. Absolument. La Somelec encourage toutes ces initiatives. Donc, l'expérience de la commune est une chose excellente. Donc, nous encourageons nos abonnés à mettre des panneaux. On leur explique ça, leur importance. Nous faisons aussi de la sensibilisation au niveau de l'intérieur, pas seulement à Nouakchott, au niveau de l'intérieur, pour leur expliquer l'existence des kits solaires qu'ils peuvent utiliser pour couvrir les besoins, comme elle vient de l'expliquer, pour un éclairage simple avec une prise. Et vous voyez que les gens sont réceptifs quand même à ces idées-là? Oui, les gens sont réceptifs. Mais malheureusement, au niveau de Nouakchott et au niveau d'autres centres, il y a un développement important du phénomène de la fraude au niveau de l'électricité. Et ça, nous le combattons. Donc, nous aimerions bien que la communauté contribue aussi dans le cadre de cette campagne de sensibilisation sur l'utilisation des panneaux photovoltaïques, aussi de sensibiliser sur les dangers de la fraude de l'électricité et ses conséquences surtout sur le réseau, parce qu'elle a des conséquences graves sur le réseau. La Vous voyez surtension? des coupures, non, les coupures carrément. Donc il y a des retours qui perturbent le réseau et ça crée des coupures au niveau de certains quartiers et parfois même des incidents, des accidents graves. Donc nous continuons cette campagne de sensibilisation des abonnés sur l'efficacité énergétique, la maîtrise de leur consommation, à travers ce projet que je viens de citer tout à l'heure, donc le projet de compteur intelligent, mais aussi à travers un accueil pour ces clients, pour leur expliquer l'importance de passer au LBC, les lampes à basse consommation, aux lampes LED, à l'étanchéité des portes et des fenêtres et des chambres pour la climatisation et de laisser les climatiseurs sur 25, c'est ça Finalement, c'est plus 22, c'est 25. Non, c'est 25, c'est ça la bonne température, c'est 25. Ouais. C'est pas 22.
Donc, et aussi les frigos, parce que les frigos qu'on achète de seconde main sont souvent n'ont pas de thermostat. Ils n'ont pas de système de thermostat. Donc, c'est des vieilles générations qui n'ont pas de système de thermostat. Et au moins, quand on les achète, on doit vérifier est-ce que les thermostats fonctionnent. Sinon, le frigo ne s'arrête pas. Et aussi la surpression, les surpresseurs qui ne s'arrêtent pas. Tout ça, c'est des choses que nous expliquons aux clients pour réduire un peu leur consommation d'énergie. Et aussi, il y a l'installation. Parfois, l'installation elle est mal faite aussi. Ça contribue à des pertes au niveau du domicile. Nous expliquons tout ceci aux abonnés et ils sont parfois attentifs, mais aussi ça nécessite un accompagnement, une implication de la société civile et une implication aussi, à mon avis, des écoles, parce que ça doit commencer dès le bas âge. L'éducation. L'éducation, au niveau des écoles, au niveau des collèges, on doit expliquer ça aux enfants pour qu'ils adhèrent à ces idées de leur jeune âge. Je pense que c'est important. Tout ceci fait partie un peu des gestes simples aujourd'hui à adopter, à préconiser, à vulgariser aujourd'hui pour qu'on ait, disons, le bon comportement, le bon réflexe ou le bon geste. Absolument, absolument. Ça, c'est des gestes. Il y a des gestes simples. Éteindre une lampe le jour. Donc, changer une lampe incandescente par une lampe à basse consommation, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. Je pense que la lampe à basse consommation ici, maintenant, elle coûte 20 MRI. Donc, elle n'est plus du tout aussi chère qu'elle l'était. Donc, vérifier le thermostat dans le frigo, c'est rien du tout. On peut le changer facilement s'il ne fonctionne pas. Ça permet au frigo de s'arrêter quand il atteint une certaine température, surtout les congélateurs. Les surpresseurs aussi, il faut l'éteindre quand on n'en a pas besoin. Mettre des réserves peut-être d'eau en haut de la maison pour réduire la consommation et utiliser aussi carrément des systèmes intelligents pour l'éclairage. Quand il y a des mouvements ou quand il y a l'obscurité, il s'allume et quand c'est le jour, il ne s'allume pas. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui très simples et pas coûteuses et qui ont un impact significatif sur la facture d'électricité. Comme dit Mme Fatimetou, les gestes simples, mais quand même qui ont impactent aussi sur la poche. Tout à fait, et surtout à une échelle élevée. Donc si tous les abonnés font ces gestes, c'est très important pour nous parce que ça réduit aussi notre facture pétrolière. Donc nous, la production, elle nous coûte très très cher. Nous, on perd sur chaque kilowattheure. Donc, à peu près 70 ouïas, 60 ouïas. On perd ça, donc c'est très important. Aujourd'hui également, pour conclure également, je me tourne vers vous, Monsieur Ba, vous êtes environnementaliste aussi, je pense que vous êtes à même aujourd'hui d'expliquer aux téléspectateurs, à la population aujourd'hui, l'impact de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'éco-comportement. Et les gestes simples à adopter, le comportement à avoir aujourd'hui pour encourager le travail de la région de Nouakchott. Merci. Donc, je pense que nous, au niveau de la région de Nouakchott, à travers la direction des transports et de l'environnement, donc on a cette démarche d'éducation environnementale, comme l'a dit tantôt monsieur le directeur, en termes à travers la socialisation environnementale de le bas âge. Donc on est en phase de monter plusieurs activités en collaboration avec certains acteurs de la société civile, certaines ONG qui sont actives dans le domaine. Nous allons cibler certaines écoles pour essayer de sensibiliser les écoliers sur l'importance de la préservation de l'environnement et essayer un peu d'instaurer la culture du risque parce qu'en Mauritanie, il n'y a pas cette culture du risque. Donc, on est malheureusement une population qui est fataliste. Voilà, vous parlez à un cinquantenaire, vous lui dites à l'horizon 2040, il va vous répondre automatiquement que d'ici là, moi, je serai déjà mort. Mais donc, cette logique du développement durable, M. le directeur l'a évoqué dans son propos introductif, ça veut dire le développement durable, c'est quoi? C'est d'assurer le développement présent sans pour autant aussi compromettre le développement des générations futures. Donc ces gestes simples pour l'environnement sont une condition sine qua non pour le maintien
d'une vie économique prospère et durable à Nouakchott. Si nous sommes obligés, donc c'est un combat de tout le monde, les acteurs au développement, les collectivités territoriales, le secteur privé, le département ministériel. Donc ça doit être un travail fait de façon concertée et participative où chaque département va prendre en compte ce qui lui concerne pour un avenir durable et prospère à Nouakchott. Justement, aujourd'hui, Madame Fatimitou, pour encourager un petit peu les autres secteurs, encourager aussi les téléspectateurs, quel a été le déclic, j'en profite, quel a été le déclic aujourd'hui pour la région de Nouakchott de se dire, allez, ça y est, là on se met aux énergies renouvelables à plus de 70% au moins. Voilà, donc le déclic, c'est tout simplement les projections démographiques de Nouakchott. Nouakchott, en 1958, c'était 5 000 habitants. Aujourd'hui, en 2024, on est 1 300 000 ou 1 400 000. Et la population risque de doubler d'ici 2030 à 2040. Donc tout ça fait que plus la population augmente, plus la pression sur les infrastructures va être énorme, et en particulier sur les infrastructures énergétiques. Et ça, c'est un poids important pour l'État, mais aussi pour nous, la région, qui sont vraiment conscients que pour une vie sereine, une vie en tout cas correcte pour nos populations, il faut qu'on essaie déjà de les éduquer, comme a dit M. Seba, à cette question d'efficacité énergétique et cette question de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va être de nouveaux citoyens dans une ville qui est assez nouvelle, mais il faudrait qu'on prenne les bons gestes en fait, et qu'on les apprenne à nos enfants. Et parfois, c'est même nos enfants qui vont nous les apprendre, parce que souvent, on voit que l'éducation environnementale qui peut se faire à l'école, et d'ailleurs l'État a mis en place cette directive depuis pas longtemps, on va vraiment arriver à une éducation aussi des populations plus âgées. Donc nous, vraiment, le déclic, c'est ça. C'est que quand on a fait les études, on s'est rendu compte qu'avec la pression démographique qui va avec, la pression aussi de l'expansion spatiale de la ville, toutes ces questions deviennent des questions de survie. Ce n'est plus une question de luxe, c'est vraiment une question de survie pour la ville et pour ses populations futures. Donc c'est pour cela qu'on voudrait instaurer ces gestes basiques à travers cette campagne de sensibilisation. On a même mis en place une bande dessinée qu'on pourra déployer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer vraiment aux futures générations qu'est-ce que c'est, quelles conséquences, et essayer de lier ce qu'ils vivent parfois au quotidien, parce que dans certains quartiers de Nouakchott, ils sont déjà sous l'eau, même presque toute l'année, et aussi de comprendre quelles sont les conséquences de leurs actions au quotidien et de leur faire prendre les bonnes habitudes dès le début. Cette campagne aussi de sensibilisation, nous avons également établi quelques vidéos courtes qui passent actuellement au niveau de la télévision mauritanienne, mais qui vont aussi être distribuées dans le cadre des réseaux sociaux. Nous avons également mis en place des dépliants qu'on essaie de promouvoir au niveau de la région pour les visiteurs qui viennent, mais aussi d'essayer de les dispatcher au niveau des différents acteurs. Et voilà. Mais et aussi, nous sommes en train de faire des vidéos de nos installations qu'on a mis au niveau de la région. Et ça, c'est plutôt pour un public un peu plus averti, comme par exemple les entreprises, comme les secteurs privés, les banques par exemple, les secteurs industriels, parce que c'est vrai que c'est un investissement assez coûteux au début, mais qui est tout à fait possible de faire, parfois on peut revenir sur l'investissement après 6 ans, 7 ans, et pour un industriel, ça peut être très important et très bénéfique pour lui quand il a une facture d'électricité qui fait partie des charges les plus importantes, en tout cas de son industrie. Donc tout cela, on est en train d'essayer de développer ça. Et puis donc de promouvoir ces petits gestes au quotidien, comme les collègues l'ont déjà dit avant moi, d'éteindre la lumière, de mettre des lampes LED. Quand on achète de l'électroménager, que ce soit une machine à laver ou un réfrigérateur ou n'importe lequel, on regarde l'efficacité énergétique. Et c'est les lettres qu'on voit A, B, C, D. Donc plus on se rapproche vers le A, et plus ça veut dire que ça consomme moins d'énergie. Et donc, c'est vrai que c'est un investissement au début un peu plus cher, mais qu'on va rentabiliser sur 2 ans. Donc, il vaut mieux avoir un investissement au début un peu plus cher, mais d'avoir une facture d'électricité plus basse sur 5 ans ou 10 ans, la durée de vie de l'appareil, que d'acheter directement un appareil beaucoup moins cher,
mais qui va nous faire consommer deux ou trois fois plus que ce qu'on aurait pu consommer. Donc tout cela, c'est d'essayer vraiment de l'ancrer dans les têtes de tout le monde, de tous les citoyens, et pour qu'on œuvre ensemble, parce que ça, ce n'est pas la région de Nouakchott, ce n'est pas la Somelec, c'est vraiment les populations qui doivent prendre ce combat en main pour vraiment l'avenir de notre ville et l'avenir de notre pays de manière plus globale. Je crois savoir que ce n'est pas la première action de la région de Nouakchott en faveur de l'environnement. Il me semble que vous avez déjà eu à faire d'autres actions avec des partenaires concernant l'éducation environnementale et également d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, on a mis en place, par exemple, on essaie vraiment de mettre en place la question de l'agriculture urbaine. Et ça, c'est une question importante. On a mis aussi des actions de reboisement, par exemple sur la route de l'aéroport. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important par rapport à la désertification et par rapport à la lutte contre les îlots de chaleur dont j'ai parlé plus tôt, pour ne citer que ça. Mais on a toutes nos actions. Toute notre vision stratégique, en tout cas au niveau de la région, elle est actée dans notre plan climat-énergie, notre plan d'action d'accès à l'énergie durable et du climat. Et toutes les actions que nous menons, nous essayons de les mener autour, en tout cas, de ce plan pour le mettre en œuvre au niveau de la ville. Eh bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Fatimetou Boukhek. Je vous rappelle que vous êtes la directrice des transports et de l'environnement à la région de Nouakchott. Merci également à vous, monsieur Ibrahim Abba, environnementaliste dont le projet COMECESA, phase 3 de la région. Et merci, c'est un honneur également de vous avoir ce soir sur le plateau Abdel Fattah Sidi Mohamed, qui est le directeur central commercial de la Somelec. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nos téléspectateurs ont dû vraiment comprendre votre message aujourd'hui concernant ces gestes simples à avoir et ce comportement à avoir pour notre environnement et pour instaurer d'autres valeurs également aux futures générations. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de notre émission. Merci et très bonne suite de programme sur Elle Mauritania. Bonsoir.